Bienvenue en Croatie. Bonjour et bienvenue en Croatie. Alors c'est vrai, la Croatie n'est pas un grand pays francophone. Malgré tout, il y a ici des pépites de francophonie. Ce sont elles que je vais rencontrer en faisant tout un tour du pays. Elles vont nous faire découvrir leur culture, leurs traditions et surtout leur passion pour la langue française. On va aussi un petit peu casser les clichés. La Croatie, ce n'est pas que la côte et la mer. Non, ce sont aussi de jolies campagnes, comme ici, et ce sont aussi de superbes villes. La première étape de ce tour, c'est d'ailleurs Zagreb. Et pour explorer la capitale croate, j'ai rendez-vous avec Maya. Elle est professeure et traductrice de français. Alors c'est parti pour un voyage en francophonie à travers la Croatie. Salut Maya. Salut Ivan. Je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. Bienvenue à Zagreb. Puis je m'accueille devant cette magnifique cathédrale qu'on voit depuis partout à Zagreb. C'est le point focal, si tu veux, de la ville de Zagreb. Elle a été bâtie au XIe siècle. Et maintenant, comme tu vois, elle est en plein travaux, suite à une série de tremblements de terre qu'on a eu il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'elle a de spécial pour toi, ta ville de Zagreb? C'est une ville à la fois petite et grande, c'est-à-dire ça fait à peu près 1 million d'habitants. Un quart des Croates vivent à Zagreb, mais elle est quand même traversée par l'histoire, donc elle a une identité multiple. Tu me fais visiter ta ville? Volontiers. On y va? On y va. Bon, je vais d'abord te montrer le marché. D'accord. Et le personnage emblématique, c'est ça, c'est Kumica Barica. Kumica, ça veut dire une femme mangée, vendeuse, et Barica, c'est son nom. Donc c'est Madame Maretza. Oui, c'est ça. On va faire le courses alors. Vas-y. Ce qui est typique pour le marché, ce sont en fait ces parasols-là. Ceux-là. Oui, ce sont les parasols de Chestine, un village près de Zagreb, et on l'a reconnu comme une partie de notre identité. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour nous, qui a d'ailleurs en lien avec la France. Oui, c'est la journée internationale de la cravate. Et ça se passe ici, à la Grande Place. La journée internationale de la cravate. Oui. D'accord. Regarde ça. Ça, c'est en fait la statue de Banja Jelačić, donc le vice-roi croate au XIXe siècle. C'est une figure très importante croate. Aujourd'hui, il porte un foulard rouge. C'est quoi ce foulard rouge? Donc, c'est la cravate. Tu sais l'histoire, c'était en fait les Croates qui sont venus pendant la guerre de 30 ans à la cour de Louis XIV et il y avait les Parisiens qui l'ont reconnu comme une spécificité. Et c'est pourquoi, d'où est sorti en fait le mot cravate. Cravate, donc c'est un mot croate en fait. C'est ça, c'est porté, en fait, c'est un foulard qui est porté à la manière croate. Et donc, on a tout simplement, c'est quelque chose, c'est un produit qu'on a, bon, entre guillemets, offert, mais c'est aussi un lien avec la France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des cavaliers avec cette cravate. Bien sûr, donc c'est vraiment une tradition et on essaye tout simplement de faire voir et de faire goûter le monde de la cravate. Est-ce que tu connais un endroit à Zagreb où on peut acheter une belle cravate? Bien sûr, donc il y a une boutique traditionnelle tout près d'ici, je t'amène après. Mais on regarde la cérémonie d'abord. Bien sûr. C'est très militaire. Od kada su igre grube, lijepo je znati da čovjek ima neko kao ti. Ouais, j'aime bien, c'est bien. Très bien. Strani Croatia. Croata. Croata, oui. Bon, tu vois, tu as la cravate déjà à l'entrée. Ah, c'est sympa. Dobar dan. Dobar dan. Alors en fait, Maya, si on veut acheter une cravate à Zagreb, il faut venir dans ce magasin.
C'est ça, en fait, c'est la boutique traditionnelle de la cravate. Il y en a, si tu veux, des milliers de types. Là, par exemple, il y a des éditions limitées qui sont illustrées, si tu veux, par... Ah bah oui, je le reconnais. C'est ça, c'est l'église de Saint-Marc. Donc, chacun peut en fait trouver une qui lui convient. C'est aussi, par exemple, on peut imaginer de nouvelles façons de nouer la cravate. On a 85 au total. Donc, il est possible aussi d'avoir quelque chose en fait d'individuel. On nouait en fait ces foulards. C'était comme une promesse des filles qui attendaient en fait leurs soldats de revenir donc de la guerre. Donc c'est comme une preuve d'amour. C'est ça. D'attente. Oui, bien sûr. Elle me plaît bien, cette cravate rouge pour Oui, aller elle est avec très, toi. très bien. Et puis en plus, on sera raccord. Je crois que je vais la vendre. Hop. Donc c'est un ou deux nœuds? C'est nœud simple. Donc Nœud simple. l'une des manières. L'une des manières. Oui. Parmi les 85. Tadam. Voilà. Ah, super. Est-ce que je suis pas un vrai croate comme ça? Parfait. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, ça c'est l'Institut français. C'est en fait le point central pour tous les francophones et francophiles de Zagreb. Et toi, tu y vas souvent? Bien sûr. La priorité de l'Institut français de Croatie est de développer l'apprentissage du français dans les écoles croates à travers tout le pays. Pour motiver ce public scolaire, ces équipes organisent des ateliers culturels et de lecture au sein même de la médiathèque, ainsi que des manifestations culturelles pendant toute l'année. Bienvenue à l'Alliance française de Zagreb. L'Alliance française de Zagreb est l'autre grand acteur pour la promotion de la langue française dans la capitale. Eh bien, c'est pour notre dossier Japon. C'est notre dossier Japon. Voilà. Depuis plus de 30 ans, les Croates viennent y apprendre le français et parmi eux, de très nombreux fonctionnaires internationaux qui souhaitent travailler dans les institutions européennes. Pour terminer notre balade dans Zagreb, Maya me propose de prendre de la hauteur en empruntant le plus petit funiculaire du monde. Et voilà, ça c'est le funiculaire le plus grand du monde. Bon, tu vois, donc là on est en train de monter à la ville haute. C'est en fait une vue très romantique sur Zagreb. Il y a beaucoup de jeunes qui le font encore aujourd'hui. Donc c'est là où on a la plus belle vue de Zagreb, tout là-haut. Oui, 66 mètres c'est ça, de longueur. et de bonheur. Ah, bien sûr. Quelle vue, Maya. Oui, c'est le panorama de la ville tout entière, tu vois. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans ta ville? Il y a d'un côté vraiment le côté traditionnel, ce que je t'ai fait découvrir, et de l'autre côté, c'est aussi une ville en train de se développer depuis en fait la rentrée à l'Union européenne en 2013. Ils sont comment, les habitants de Zagreb, les Zagrébois, les Zagréboises? Je pense qu'ils sont des gens assez accueillants. On essaye d'apprendre des langues, c'est-à-dire de faire connaître notre culture, mais de l'autre côté aussi d'accueillir les autres. Donc. Toi, tu baignes au quotidien, par ton métier, dans la langue française. Quel rapport tu entretiens avec cette langue? Donc, tout d'abord, apprendre le français, c'est un défi, tout simplement parce que mes parents ils sont croates, donc je l'ai appris à l'école. C'est toujours en fait un défi qui se renouvelle, parce qu'on apprend par exemple la langue de Molière n'est pas la même que je sais pas, la langue de Mérimée, qui n'est pas la même de la langue de Welbeck. Donc on est toujours en train d'apprendre, ce que j'aime bien. En tant que professeur d'une littérature étrangère, on est toujours quelqu'un comme un messager d'une autre culture, dans notre culture propre. Maya, un grand merci de m'avoir fait découvrir ta ville de Zagreb, ça me plaît beaucoup. C'était un plaisir à moi, en fait, et je te souhaite bonne continuation et bon voyage pour le reste de Croatie que tu vas découvrir. Merci. Salut. À bientôt. Bon voyage, à bientôt. Allez, ciao. Si le français est peu appris dans les écoles en Croatie, il existe à Zagreb un établissement d'exception pour la langue française. C'est l'Eurocampus. Son slogan est « Deux écoles sous le même toit ». Une école française qui fait partie du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et une école allemande.
Depuis 1996, plus d'une centaine d'élèves suivent le programme scolaire français adapté au contexte croate et ils apprennent aussi l'allemand de manière renforcée. Pour Julien, professeur d'histoire-géographie, apprendre au sein de l'Eurocampus est une chance incomparable. Par rapport au fait que ce soit un Eurocampus, ce qui est chouette, c'est qu'on a encore plus de mixité, encore plus de nationalités dans cet espace-là. Déjà à l'école française, il y a plus d'une vingtaine de nationalités, mais le fait d'être avec l'école allemande, ça nous apporte une langue supplémentaire, des collègues qui viennent d'Allemagne, de France, de Croatie aussi, et d'avoir donc cet aspect multiculturel. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir plus d'habitants ou moins d'habitants au Groenland que sur l'île Rarotonga? Ouais. Nous, notre langue de travail, c'est surtout le français. Ce qui est bien pour eux, c'est qu'ils apprennent en plus l'allemand. Et ce qui est bien pour eux, c'est que c'est un atout pour l'avenir. Forcément, ça va leur permettre, en plus du français, de l'anglais, du croate, qu'ils maîtrisent déjà pour la plupart, d'avoir une langue de plus pour le travail, pour les voyages, pour la culture. C'est intéressant d'avoir des copains qui viennent de partout parce qu'ils peuvent nous apprendre des choses. Peut-être qu'on aurait envie d'aller là-bas et qu'on peut aller visiter. Aujourd'hui, on va parler un peu des régions en France. Donc, on va commencer avec des photos. Karen, qui est allemande, enseigne avec passion la langue et la culture française aux élèves de l'école allemande. Deux rochers avec un peu d'eau. L'Eurocampus, c'est le top parce que c'est vivre l'Europe. C'est pas seulement être en Croatie, mais en même temps, c'est vivre avec la France, les Français. C'est génial, c'est unique. Je pense que ça crée des individus très ouverts. Pour comprendre l'autre, il faut aussi comprendre la langue et pouvoir communiquer et trouver des solutions aux problèmes ou les défis qui nous attendent. Je vous amène à Petrinja. C'est à peu près à 60 km de Zagreb. Pourquoi je vous emmène là-bas? Eh bien parce que Petrinja faisait partie il y a 200 ans d'un territoire français. On les appelait les provinces illyriennes napoléoniennes. Et pour me raconter cette histoire, je vais rencontrer Davorka. Elle est professeure de français et aussi apicultrice. Elle m'a donné rendez-vous dans le centre de la ville, une ville dont le destin a basculé. C'était le 29 décembre 2020. Le 29 décembre 2020, à 12h20, un séisme de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter touche la Croatie. L'épicentre est à 3 km de la ville de Petrinja. Les dégâts sont très importants, la moitié de la ville est détruite. Petrinja compte 7 morts, dont des enfants. Le parc en plein cœur de la ville est resté miraculeusement intact, et notamment ses tilleuls centenaires. Des tilleuls qui ont un lien avec la francophonie. Et pour m'en parler, Davorka m'attend au milieu du parc. Bonjour Davorka. Bonjour Yvan, bienvenue à Petrinja. Merci. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve dans ce parc qui a une très belle histoire et intéressante en lien avec la France. Au temps de Napoléon, il y avait sur ce territoire les provinces illyriennes de 1809 à 1813. Et cette courte période a beaucoup marqué ces territoires. Donc c'était des territoires administrés par la France. Voilà, au cours de ces brèves, en fait, 4 années, le maréchal Marmont, qui était à la tête des provinces, a fait des choses admirables. Il a construit des routes, il a introduit le code civil. Et là, le moment le plus important, c'était l'introduction de l'égalité des hommes. On était juste après la Révolution française. C'était vraiment révolutionnaire sur ce territoire parce que les gens n'avaient pas les libertés qu'ils avaient en France. Autour de cette place, au temps des provinces, ont été plantés des tilleuls que nous avons l'honneur de voir ici encore, qui nous accompagnent. J'ai très envie de voir comment est ce tilleul de plus de 200 ans. Donc ce tilleul, qu'est-ce qu'il représente pour les habitants de Petrinja et pour toi aussi? Pour les habitants de Petrinja, c'est un symbole de la ville et les feuilles des tilleuls se trouvent sur tous les documents. Et pour moi personnellement,
Et il représente un symbole des idées qui ont été plantées ici au temps des provinces illyriennes. Ces idées, à mon avis, coriaces, de la liberté de l'homme et des droits de l'homme. Et que nous allons faire revivre lors de la plantation des tilleuls au centre écologique. On y va? On y va! On y va. Le centre écologique a été construit par la mairie de Pétrignat juste après le tremblement de terre. L'objectif ? Faire découvrir aux chercheurs et aux touristes le patrimoine écologique, historique, culturel et bien sûr gastronomique de la région de Pétrignat. J'ai eu l'occasion de goûter mon miel d'acacia bio. Ah oui, très doux. Aujourd'hui, la France et la Croatie sont deux pays amis, alliés au sein de l'OTAN. Pour rendre hommage à cette relation historique et d'amitié entre la France et la Croatie, l'ambassadeur de France est venu officiellement planter 2 nouveaux tilleuls avec la maire de Pétrignat devant ce tout nouveau centre écologique. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Planter un tilleul ici à Pétrignat, qu'est-ce que ça représente pour vous? Écoutez, c'est important parce que c'est pas n'importe quel tilleul d'abord, c'est un clone des tilleuls plantés par l'armée impériale de Napoléon. Donc c'est une histoire qui aurait pu nous diviser, une histoire qui aurait pu être compliquée et dont les deux peuples ont décidé de n'en garder que le meilleur. Et il y a eu le meilleur, les routes qui ont été construites, les écoles qui ont été bâties, le mouvement des Lumières qui s'est répandu en Croatie à cette époque-là. Et donc c'est ancré dans notre histoire, mais c'est aussi préparer l'avenir. Le tilleul vit très vieux, vous avez vu sur la place de Pétrignat des tilleuls de plus de 200 ans, et c'est construire quelque chose ensemble. Et puis le tilleul, c'est un bel arbre. Le tilleul, c'est un bel arbre, c'est un beau symbole, et surtout il a des racines profondes, il vit très vieux, il a vocation à grandir et à se développer, et c'est un peu le symbole de cette amitié qui se développe dans un cadre particulier qui est une vision européenne commune. Donc longue vie au tilleul. Longue vie au tilleul, longue vie surtout à l'amitié franco-croate, longue vie à l'amitié franco-croate au sein de l'Union européenne. Je vous emmène maintenant à Osijek, c'est la capitale de la Slavonie. Et pour me faire découvrir la ville et la région, j'ai rendez-vous avec Nada, c'est la directrice de l'Alliance française d'Osijek. C'est parti. Salut Nada. Salut Yvan. Bienvenue à Osijek. Merci. Elle est magnifique cette avenue. Oui, elle est magnifique. C'est l'avenue d'Europe. Et derrière nous, un bel exemple de l'architecture Art Nouveau ici à Osijek. Oui, Osijek a une histoire. La ville a une très très belle histoire, mais on va dire que le véritable âge d'or d'Osijek se situe à cheval entre le 19e et le 20e siècle, où la ville vit vraiment une expansion et le développement du commerce qui va donner justement toute une suite, la plus longue suite d'hôtels particuliers construits dans le style Art Nouveau ici en Croatie, mais aussi dans la région. Osijek, c'est aussi la capitale de la Slavonie. C'est la capitale de la Slavonie, cette belle région continentale très plate et agricole de la Croatie. Et donc aujourd'hui, c'est le chef-lieu industriel, commercial, financier, mais aussi la capitale de la manière de vivre hédoniste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je t'amène au marché. Au marché. Au marché, voilà, allons-y. Génial. Bienvenue à Osijek. Et voici le marché d'Osijek, le plus grand marché de la ville. Alors à Zagreb, les parasols ils sont rouges, à Osijek ils sont bleus. Ils sont bleus puisque ce sont les couleurs de la ville, bleu et blanc. D'accord. On trouve ici tous les produits frais, fruits et légumes, mais avant tout un produit bien local, le paprika. D'accord. Le paprika avec lequel on cuisine à peu près tout. D'accord, c'est l'élément indispensable de la cuisine croate. C'est l'élément principal de cette cuisine de Slavonie. Slavonie.
Et voilà un bel exemple de produits locaux que nous avons ici. D'Auvergne. Des choses qui sont de saison en ce moment, comme des conserves, des jus, des liqueurs aussi. Mais ce que je conseille avant tout, c'est notre fameux caviar de poivron. C'est possible de goûter? Bien sûr. Alors, le doux ou le fort? Ah, le doux, hein. Tu sais, moi je suis un homme doux. Hein. Sensible. Bon. Bon appétit. Eh ben, bon appétit. C'est ça, le secret de la longévité des Croates. C'est le caviar de poivron, quoi. Voilà. Ah oui, merci. On termine nos tartines et je vais te montrer une autre spécialité de cette région de Slavonie qui est notre fameux saucisson au paprika kulen. Le saucisson au paprika. Bon, finis ça alors. Je te propose de te présenter notre président, le président de l'Alliance française. Il s'appelle Mladen, il est chef d'orchestre, donc je t'amène à l'opéra. À l'opéra. Très bien. Mladen est en répétition, on va lui dire bonjour. D'accord. Mladen, bonjour. Bonjour. C'était quoi ce morceau? Il est très agréable à écouter. C'est le musical Sugar. C'est un musical qui a été composé après le film Certains l'aiment chaud. Ah oui, avec Marilyn Monroe. Oui, avec Marilyn Monroe, Jack Lemmon et Tony Curtis. Pourquoi tu as décidé de devenir chef d'orchestre? C'était on peut dire, une combinaison de toutes mes capacités musicales et intellectuelles. Généralement, je suis une personne très sociale, qui aime faire les liens. Ah oui. Pourquoi tu as décidé de devenir le président de l'Alliance française d'Osijek? C'est une occasion de contribuer dans la vie de la ville. Ce que j'ai envie, aider, développer la vie intellectuelle de la ville. Tu es un amoureux de la musique et un amoureux de la langue française. Ah oui, bien sûr. La langue française est une langue spéciale, elle est bien difficile. Comme la musique. Oui, comme la musique, il faut donner beaucoup d'efforts pour l'apprendre, comme dans la musique. Il faut être un perfectionniste de l'apprendre. Mais quand tu la connais, c'est un plaisir de la parler comme c'est un plaisir de faire la musique. Oui, bien sûr, un grand plaisir. Drave et on est sur la promenade au bord de la Drave. C'est sympa, toi tu viens souvent ici te promener, faire du sport? C'est très sympa, moi comme de nombreux autres Osiekois qui viennent ici pour pratiquer du sport, de la course, du vélo, mais aussi juste pour se balader. Et je vais te montrer un autre endroit que j'aime beaucoup, c'est sur la rive gauche et pour ça on va prendre le petit bac. Le petit bac. Voilà notre petit bac qui transporte les piétons et les vélos. C'est un moyen de transport complètement écologique. Il n'y a pas de moteur? Non, il n'y a aucun moteur, il est accroché au câble et donc c'est avec la force de l'eau qu'il fait l'aller et le retour. À l'abordage. Sympa. C'est parti pour la longue traversée. Oui. Quelques minutes, oui.
Tu sais quoi? J'adore ta ville, Nada. Je me verrais bien même vivre ici. Eh bien, je suis contente parce que moi, je l'ai choisi pour y vivre il y a une quinzaine d'années. Nada, pourquoi tu t'engages avec tant de passion pour promouvoir la langue et la culture française ici à Ossiec? Eh bien, parce que quand je suis arrivée ici il y a une quinzaine d'années, la communauté francophone était quasiment inexistante. Et comme j'aime beaucoup les défis, c'est quelque chose dans quoi je me suis lancée avec beaucoup d'amour et de passion. Pourquoi c'est important de faire connaître cette francophonie ici, dans cette partie de la Croatie? Eh bien, avant tout parce qu'on se trouve dans une région de Croatie qui est très germanophile et germanophone. Et quand je suis arrivée ici, j'ai ressenti le besoin de faire connaître non seulement la France, mais d'autres pays francophones. Et avant tout, notre belle langue française, pour découvrir aux Ossiécois une autre facette de cette Europe interculturelle. Si tu avais un mot en français pour définir ta ville d'Ossiec, ce serait lequel? Alors, ce serait le mot qui est déjà ressorti à plusieurs reprises. Il s'agit du mot sérénité, parce que c'est vrai que c'est une ville dans laquelle on se sent très serein et à l'aise. Un grand merci Nada de m'avoir fait découvrir ta ville d'Ossiec, j'ai adoré. Merci à toi d'avoir pris le temps de la découvrir. Destination Francophonie vous emmène en Croatie. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de notre voyage en francophonie à travers la Croatie. Ensemble, nous allons suivre tout le littoral croate à la recherche de ces pépites francophones. Et notre voyage commence ici, à Split. Je vais rencontrer une personnalité francophone connue dans toute la ville. Il s'appelle Gérard Denegri et c'est le fondateur de l'Alliance française. Gérard est né en France. Il est arrivé en Croatie quand il avait 11 mois, après la rencontre à Split quelques années auparavant de sa mère française et de son père croate. C'est un amoureux fou de sa ville dont il connaît l'histoire et chaque ruelle par cœur. Bonjour Gérard. Bonjour Raymond. Je suis ravi de te rencontrer dans ta ville de Split. Ça me fait un grand plaisir. Je t'ai donné rendez-vous devant cette reconstitution pour voir ce que Split était en l'an 305, quand l'empereur Dioclétien décide d'aller à la retraite, il abdique et il vient dans son palais. Parce que Split, avant d'être une ville, était un palais. Exactement. Le berceau de Split, c'est un palais d'un empereur qui va à la retraite. C'est déjà exceptionnel. 200 mètres sur 200 mètres. Nous avons ici une reconstitution qui d'ailleurs a été faite par deux Français, Hébrard et Zeyer. Si je comprends bien, avant, à l'époque romaine, on était sur l'eau ici. Voilà. À l'époque de Dioclétien, nous serions sur l'eau. Et je dois avoir une très belle galerie qui donnera sur la mer. C'est celle-là. Exactement. Mais bien sûr, ça a été modifié avec les magasins, avec les gens qui vont commencer à vivre dans un palais. Et Split est progressivement passé d'un palais à une ville. Exactement. Parce que ce passage d'un palais impérial vers une ville haut médiévale va être quelque chose d'unique au monde. Et c'est pourquoi cette ville est un endroit où on vit avec le passé. Ce n'est plus un palais impérial, ce n'est plus une ville haut médiévale, mais une ville où les Splitois vivent et que les touristes admirent. Tu me montres ta ville de Split? Allons-y. On y va. Nous entrons dans le palais. D'accord. Nous pénétrons dans le palais par un dédale de salles voûtées qui soutenaient à l'époque les appartements de l'empereur et qui leur permettait d'être au niveau de la mer. Une véritable ville sous la ville. Et voilà le péristyle. Superbe. Donc là, on est au cœur de Split. Exactement. Au cœur du palais et au cœur du Split médiéval. Alors ici, de l'époque romaine, ce que signifiait le péristyle, place entourée de colonnes. Place où on communiquait avec les appartements de Dioclétien. C'est ici, on apostade par terre. On se met comme ça devant l'empereur. Et comme Dioclétien connaissait l'Égypte, parce que l'Égypte faisait déjà une partie de l'Empire romain, et il avait vu cette grande civilisation
qu'il y avait des pyramides, qu'il y avait des sphinx, qu'il y avait des colonnes, qu'il y avait des temples. Il a dit, pour mon palais, je veux des sphinx et des belles colonnes de granit rose. Il a quel âge ce sphinx? Alors le sphinx, d'après les hiéroglyphes, c'est 1400 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ. Si on y rajoute les 2000 de notre civilisation, ça fait 3400 ans. Donc pas besoin d'aller en Égypte en fait? Non, il suffit de venir à Split. C'est la rue la plus étroite de Split qui s'appelle Laisse-moi passer. Alors, on rentre pas de là-dedans. Hein. Non. Alors ici, nous sommes dans la rue du Maréchal Marmont, les Champs-Élysées de Split. C'est la rue, comme tu vois, Marmontova Ulica. Qui est le Maréchal Marmont? Bah écoute, c'était un maréchal d'Empire qui était duc de Raguse, qui de 1806 à 1813 a régné et gouverné ces provinces. Parce qu'à l'époque, ici, on est dans des provinces napoléoniennes. Voilà. Et Marmont a été amoureux de la ville de Split et il s'est rendu compte que c'est une ville pour laquelle il faut faire des efforts pour la faire resplendir. Alors il a prolongé et allongé le quai de Split, il a aménagé la canalisation, il a instauré et proposé qu'un cimetière soit hors de la ville, donc il a fait beaucoup pour l'embellissement de la ville de Split, et malgré tous les États, les régimes qui ont changé depuis 1813, cette rue n'a pas changé de nom, parce qu'il est resté dans le souvenir des Splitois comme celui qui a révolutionné l'urbanisme de la ville de Split. Alors nous sommes dans les Champs-Élysées de Split, et tu vois, on entend l'avion rose. Ah ben voilà. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. On est bon, hein? Okay. Merci, voilà. C'est bon. Alors nous sommes ici devant les locaux de l'Alliance française, on ne peut pas la rater avec ces grandes lettres qui indiquent que c'est l'Alliance française d'Esprit, une salle de lecture de français. Elle est bien placée. Hein. Elle est bien placée dans la rue de Marmont et c'est là qu'on enseigne le français depuis 1992. En plein centre de Split, l'Alliance française est le lieu de rencontre et d'échange des francophones de la ville ou de passage. Outre l'accès à une médiathèque, l'équipe de l'Alliance française propose des cours de français et organise de nombreuses manifestations culturelles, comme des concerts avec leurs étudiants croates qui viennent partager leur plaisir de chanter en français. Je ferai un domaine où la mousse à roi, où la mousse à loi, utiliserait. Ça sent le poisson, Gérard. Et oui, nous entrons dans la poissonnerie, marché aux poissons. Ça vit, ça bouge ici. Ah oui, parce qu'il y a très grande variété de poissons de l'Adriatique, donc de la Méditerranée. Et puis on a l'impression qu'on est dans les Halles. Voilà, comme dans les Halles, vous voyez la structure du début du XXe siècle, 1920, métallique. Et les pêcheurs des îles de Brač, Hvar, Vis viennent ici parce que tout de même c'est la plus grande ville sur la côte adriatique orientale. C'est quoi ton poisson préféré, toi, Gérard? Ah, j'aime bien le Saint-Pierre. Le Saint-Pierre? Venez voir, c'est un poisson très original. Et on l'appelle Saint-Pierre parce qu'on a le doigt où Saint-Pierre a pris ce poisson. Les apôtres étaient des pêcheurs, tu sais, avec le Christ. Donc ça, c'est la trace du doigt. Voilà, de Saint-Pierre. Voilà. Avec ici la variété des poissons, baudroie, thon, maquereau. Je te conduis maintenant sur la plus belle terrasse panoramique de la colline du Marianne. Et ça grimpe. Et ça grimpe, t'as raison. Ça se mérite cette vue, mais c'est quand même magnifique. Split, vue d'ici.
Pourquoi tu as décidé de t'engager avec autant de passion et de ferveur pour la promotion de la francophonie et de la langue française ici à Split? Le français et la francophonie, c'est quelque chose qui nous réunit entre peuples, entre continents, mais non par les armes, par l'intérêt, par l'argent, mais par la beauté de la communication qui nous permet de pouvoir s'exprimer d'une façon à nulle autre pareille. Quel serait ton mot préféré en français? La curiosité. Parce que quand tu es curieux, tu aimes découvrir, tu aimes apprendre. Et quelqu'un a dit que tant que tu es curieux, tu es jeune. Alors j'espère qu'il y a encore de l'espoir à apprendre des choses et à être curieux. Et jeune. Et jeune. Et jeune. Merci beaucoup, Gérard, de m'avoir fait découvrir ta ville de Split avec passion et curiosité aussi. Bah, merci à toi. Au revoir. Ciao. Je vous amène à Korčula. C'est l'une des 698 îles que compte la Croatie. C'est aussi l'une des plus grandes. Je vais retrouver là-bas Joseph Lecor. Il est arrivé à Korčula il y a 20 ans. Il est tombé amoureux de l'île et il a décidé d'ouvrir la seule et unique librairie francophone de toute la Croatie. Joseph est venu pour la première fois en vacances en Croatie dans les années 80. Après y être revenu chaque année en vacances, cet ancien syndicaliste décide à sa retraite d'acheter une maison à Korčula et d'ouvrir une librairie française en plein cœur de la ville. Bonjour Joseph. Salut Yvan. Alors, en visite à Korčula? Ah bah oui, je voulais voir la librairie francophone de Croatie. Excellente idée. Pourquoi ça correspond tous ces drapeaux? Ça correspond au pays dont les visiteurs peuvent trouver des livres dans leur langue ici, tout simplement. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que l'Europe est au centre avec la France et la Croatie de part et d'autre. Tu me fais visiter? Oui, bah oui, je t'en prie. Entre. Bonjour. Voilà, voilà, à Kuta Knjiga, donc le coin des livres, hein, pour traduire le nom de la librairie. Ici, on propose des livres dans une douzaine de langues. Mais ce qu'on vend le plus, en fait, c'est le français, donc il y a ici, donc ce rayon-là. Donc ça, c'est la section française. Ça, c'est la section française. Du croate qui est juste derrière. L'anglais qui est de l'autre côté, l'allemand, mais on a aussi de l'italien et de l'espagnol, du tchèque, du polonais, un peu d'albanais, un peu de chinois. Pour ce qui est de la littérature, comme en français, le rayon qui marche le mieux, c'est celui où on propose tous les ouvrages qui ont un rapport avec la Croatie, qu'il s'agisse de l'histoire, comme par exemple celui-là, donc Vie et mort de la Yougoslavie, ou encore Olja Savićević, qui est une auteure croate, originaire de la région aussi, qui est un polar qui se déroule dans la région. En fait, ce que tu aimes aussi, c'est faire découvrir un pays à travers sa littérature. Bah oui, c'est le rôle comme on dit souvent que le rôle du libraire est un rôle de passeur, mais le rôle de libraire dans un endroit comme ici, c'est de faire découvrir aux gens qui visitent le pays la culture de ce pays au travers, entre autres, de sa littérature et par exemple de sa littérature contemporaine. J'ai confiance en toi, ajouta son papa. Tu y arriveras. Ce rôle de passeur, là, il est formidable. C'est l'une des raisons qui m'a amené à monter la librairie, d'ailleurs, et je ne suis pas déçu. Joseph, tu me fais découvrir ta ville, ton île dont tu es tombé sous le charme. On y va. On y va? Joseph, quel escalier majestueux à l'entrée de la ville. Ah oui, c'est quand même l'entrée de la forteresse, Korčula la belle, Korčula là où tout se décidait. Est-ce que c'était des familles riches qui habitaient ici alors? Ah bah oui, le pouvoir officiel c'était ici. Une ville aristocratique avant tout. Absolument. Donc ici, on est au cœur de la vieille ville, au cœur du pouvoir, avec l'église d'un côté et en face le palais Arneri, sachant que la famille Arneri était l'une des grandes familles aristocratiques de Korčula. Joseph, s'il y a un mot qui est aussi associé à Korčula, c'est celui de Venise. Et oui, Venise, parce qu'ici, ça a été Venise pendant des siècles. Et la représentation de Venise, c'était ici également, avec ses familles aristocratiques, l'église, etc.
Je propose à la librairie un polar qui s'appelle L'île noire de Marco Polo. Et ce polar, en fait, l'intrigue commence exactement ici, sur la terrasse de Adio Mare, qui est le restaurant qui est là. Le personnage principal repère un mouvement suspect entre la petite église ici et la maison de Marco Polo qui se trouve derrière. Oui, parce qu'il y a une légende qui dit que Marco Polo serait né à Korčula. À mon avis, c'est une hypothèse. Et sur la naissance de Marco Polo, il n'y a que des hypothèses, parce que chacun sait que la République de Venise, ça n'était pas que la ville de Venise. C'était Venise, bien sûr, mais c'était aussi toute une série de chapelets d'îles et de lieux sur la côte. Et Korčula en faisait partie. Et personne n'a jamais trouvé d'état civil de naissance de Marco Polo, ni dans une église, ni dans une mairie, que ce soit à Venise ou que ce soit ici. C'est vraiment sympa, Korčula, comme ville, quand même. On est pas mal ici, et s'asseoir, boire un coup, regarder la mer, les jours calmes et sans vent, c'est superbe. On est parfait. Voilà. Tu me fais visiter le reste de l'île? Eh bien oui, un petit tour dans les vignes, par exemple. Un petit tour dans les vignes, génial. Korčula est aussi marqué par un paysage vallonné de vignes. Ici, on produit du vin et de l'huile d'olive, essentiellement pour une consommation locale. Joseph m'amène dans l'une de ses criques préférées pour parler de littérature. Je lui ai demandé en effet de me donner ses 3 coups de cœur de romans sur la Croatie. J'ai choisi, c'est toujours très difficile, mais j'ai choisi 3 livres. Je commencerai volontiers par un ouvrage historique avec Dangereusement à l'Est de Fitzroy Maclean, qui était un diplomate britannique. C'est à la fois un récit d'aventure et c'est de l'histoire en même temps. Qui se passe ici en Croatie. Ton deuxième coup de cœur, c'est quoi? Mon deuxième coup de cœur, je veux dire, c'est L'eau rouge de Jurica Pavičić. L'eau rouge est le premier polar croate, traduit en français donc, il y a assez récemment. Et ton dernier coup de cœur? Et mon dernier coup de cœur, c'est Doramar et le Minotaure de Slavenka Drakulić, et finalement un ouvrage féministe, puisqu'il s'agit du journal intime de Doramar, la muse de Picasso. Qu'est-ce que tu aimes le plus ici à Korčula? Je crois qu'il y a cette diversité d'abord, à travers de la vieille ville de Korčula, la vieille ville aristocratique, cette vieille forteresse. Diversité aussi avec ces paysages fabuleux, ces criques comme celle-ci, et qui n'est pas la seule du genre. Et il y a derrière ces paysages fabuleux aussi des gens fabuleux, aussi des gens que l'on rencontre au hasard de la vie quotidienne ici. Et puis, ce que j'aime le plus aussi, c'est bien sûr la librairie, parce que la librairie est aussi ce fabuleux endroit d'échange avec des personnes que je n'aurais jamais rencontrées sinon. Merci beaucoup Joseph de m'avoir fait découvrir ta librairie, ton île de Korčula, et puis je pars avec des petits bouts de Croatie avec moi pour la suite de mon voyage. Merci à toi et puis bonne lecture, et reviens. Merci. Pour la dernière étape de notre voyage, je vous emmène à la découverte de la perle de l'Adriatique, c'est Dubrovnik. Et pour me faire visiter cette ville, j'ai rendez-vous avec Alberto, c'est un guide francophone et c'est surtout un immense pianiste. Coucou, bienvenue à Dubrovnik. Alberto travaille régulièrement comme guide francophone à Dubrovnik. Mais il est avant tout un professeur de musique. Cet art qu'il a étudié de longues années en France et qui l'accompagne à chaque moment de sa vie. Dans cette école de musique nichée au cœur des remparts, Alberto aime transmettre sa passion aux jeunes générations de musiciens. Bonjour Alberto. Bonjour Yvan. Je suis très heureux de te rencontrer dans ta ville de Dubrovnik. Et le surnom de perle de l'Adriatique, c'est pas exagéré quand on arrive ici. Je pense que c'est très bien trouvé. C'était monsieur Lord Byron, le grand poète anglais, qui l'a trouvé. Et ça découvre bien cette ville qui est un peu avec un charme caché de la perle dans la coquille des remparts qui sont tellement connus et tellement beaux. Tu m'accueilles devant une fontaine étonnante.
La fontaine, elle est magnifique, elle date du début 15e siècle. Ce moment quand l'eau fraîche de la source elle a coulé dans la ville, ça a dû être le moment le plus heureux de tout le temps de Dubrovnik. Mais Dubrovnik, je ne sais pas toujours appeler Dubrovnik. La ville s'appelait pendant très longtemps Raguse. Oui, en fait, on a eu ces deux noms en parallèle. Dubrovnik, c'est la version slave. Et en fait, elle est assez erronée. Dubrovnik, ça voudrait dire la ville en bois de chêne. Tandis que Dubrovnik, c'est que de la pierre. La pierre. Il y a eu une époque française dans cette ville de Dubrovnik. Général Marmont qu'on a vu à Split, qui s'appelait le duc de Raguse. Voilà, c'était l'an 1806, quand les troupes françaises sont arrivées du nord, troupes terrestres, et il y avait un règne français de quelques 7 ans, qui était d'une grande modernité. Et puis il y avait l'influence dans les arts, bien sûr, qui a commencé bien plus tôt. Est-ce que tu connais le terme francesarie? Ça sonne un peu français. Oui, c'est tout à fait français. Ce sont les textes que nous allons voir dans le petit musée où je t'invite. Les francesaria, on y va. Il y a un petit côté labyrinthique, je trouve, dans Dubrovnik. Quoique c'est assez organisé, c'est un labyrinthe organisé, c'est quand même... Les rues sont perpendiculaires. Oui, c'est rectangulaire comme plan de la ville. Et voilà la maison de Molière croate, qui s'appelait Marin Držić. Donc on est dans sa maison où on a un petit musée. Maintenant, on est vraiment sur le modèle de la ville comme elle était à son temps, qui correspond assez à ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de différence. Pourquoi on l'appelle le Molière croate? Parce que c'était le premier auteur des textes de théâtre qui a utilisé la langue populaire croate dans les arts. Il a fait que des comédies, une seule tragédie, mais c'est vraiment le père de la langue croate. Alors qu'est-ce qu'on appelle les francesaria? Je dis bien ça? Francesaria, tu l'as très bien dit. Ça vient plus tard, donc c'était plutôt fin XVIIe siècle. C'est vraiment les traductions directes des textes de Molière dans la langue de Dubrovnik de l'époque. Alors je te montre un peu ce livre-là, qui est la traduction du texte de Držić, Skup, basé sur Plaute. L'auteur romain de comédie. Voilà. Mais en fait, c'est l'avare. Comme celui de Molière. Voilà, comme celui de Molière. Et derrière nous, je le reconnais, c'est l'avare. Oui, c'est lui, oui. Il tient bien son trésor. Et qui garde sa cassette avec lui. Oui, ça ne bouge pas. Eh ben, c'est passionnant. Alberto se calme, comparé à l'agitation de la foule, c'est étonnant. Oui, tu as vu un peu la différence qu'on a maintenant. On est entré ici dans ce couvent des franciscains avec le cloître qui était pour la méditation au XIVe siècle. Et pour moi, c'est vraiment le plus bel endroit caché de toute la ville. Le tourisme est le secteur clé de l'économie croate. À Dubrovnik, cela a un impact direct sur l'apprentissage des langues dans les écoles de la ville. C'est le cas au collège Montoverna, où les élèves apprennent le français dès les classes primaires. À travers des jeux et des chansons, Maria, qui est professeure de français, veut donner à ses élèves le goût de cette langue qui pourra leur être utile pour leur avenir. Comment s'appelle la fille sur la première photo? C'est important pour les élèves d'apprendre le français parce que si on cherche les justifications économiques, ils habitent dans une ville qui est très touristique. Et de l'autre côté, c'est important pour l'éducation. Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde, de compréhension. Est-ce que toi, tes affaires? À l'Alliance française de Dubrovnik, de nombreux adultes viennent aussi prendre des cours pour travailler dans le secteur du tourisme. C'est une ville au bord? Au bord de la mer. Au bord de la mer. Pour répondre à cette demande, les Alliances françaises de Croatie ont même créé une méthode de français adaptée à ce public professionnel. Vous prenez des vacances? Paulina, l'une des professeurs de français, l'utilise dans ses cours. On va dire des
maison. Vous avez une méthode pour les serveurs, pour les commerçants, pour les réceptionnistes, et ça va très bien. Alors nous, à Dubrovnik, on a déjà travaillé, collaboré avec plusieurs restaurants. Cette année, on va par exemple faire la formation des employés de l'Office du tourisme. On est une petite alliance, parce que Dubrovnik, c'est une petite ville, mais quand même une ville touristique, et on a beaucoup d'intérêt pour apprendre le français. Passage justement à l'Office du tourisme à l'entrée des remparts. Dans cette ruche où se pressent des centaines de milliers de touristes chaque année, on parle toutes les langues. Pour Mirko, le directeur de l'Office de tourisme, la connaissance du français est indispensable pour ses employés. Vous avez bien tout compris. Les Français, comme tous les autres touristes francophones, sont très très importants et viennent à Dubrovnik dans un très grand nombre. Dubrovnik, comme la ville en Croatie, est la plus connue dans le monde entier. Et nous, les guides, on parle français parce qu'on l'aimait bien. Moi, je suis aussi francophone, donc quand les touristes arrivent, pour qu'ils nous comprennent et pour qu'on puisse leur donner les meilleurs aspects de notre ville et de toute la région. Alberto, quelle vue, quelle vue sur Dubrovnik. C'est magique. C'est vraiment un moment magnifique là, c'est vraiment l'endroit aussi où on voit presque toute la ville qui est tellement bien préservée, tellement bien entretenue. Je suis toujours très fier quand je vois ça. On n'en revient pas de la beauté. Ça te fait quoi, toi, de vivre dans une ville aussi belle? On est vraiment amoureux de cette ville. Elle nous fait vivre aussi, cette beauté de la ville, mais en même temps, il y a une sorte de contraste. Il y a des millions de gens qui viennent visiter la ville et en même temps, on reste assez isolé. La langue française, c'est aussi un moyen pour toi de faire découvrir Dubrovnik. Bien sûr, et c'est très important. J'y pense encore en français. Je lis beaucoup en français. Je jure en français encore, donc ça reste ancré. Des gens, de plus en plus, quand même, ont ce besoin de parler d'autres langues. La française, elle est très importante. Si tu avais un mot en français pour définir ta ville de Dubrovnik, ce serait lequel? Ce sera la perle. Ça décrit tellement bien cette ville qui a un charme un peu caché, comme tu le vois d'ici, entourée de la coquille des remparts. Merci Alberto de m'avoir fait découvrir la perle de la Croatie. Je t'en prie, tout le plaisir est le mien. Merci. J'espère que ce voyage en francophonie à travers la Croatie vous a plu. C'est certain, ce n'est pas très difficile de vous donner envie de découvrir la beauté et la diversité des paysages et des villes de ce pays. Mais rien ne vaut le contact direct avec les Croates. Pour cela, je vous invite à pousser la porte de l'Institut français et des alliances françaises de ce pays. Vous allez rencontrer des personnes chaleureuses et qui aiment la langue française. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!